Salut, c'est Gaspard G. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé, avec mon équipe, de rencontrer toutes les têtes de liste des partis politiques crédités à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayé pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'Alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Bry pour la France Insoumise. Fais du waterpolo? Ouais. Ah ouais? Ah, je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour les écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça va se passer. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugés comme prioritaires si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai posé 8 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Ce 4e épisode est consacré à la guerre en Ukraine. C'est parti. Ok, 1, 2 et 3. Le 16 février dernier, les médias annonçaient la mort du principal opposant à Vladimir Poutine, Alexei Navalny. Cette nouvelle a créé une onde de choc dans le monde entier. A priori, il n'y a pas beaucoup de doute sur le fait que Alexei Navalny ait été tué par le régime russe. En quelques mots, comment qualifieriez-vous aujourd'hui le régime de Vladimir Poutine? C'est un régime autoritaire qui est tout sauf une démocratie. C'est un régime autoritaire. C'est un régime autoritaire dans lequel il y a une forme de simulacre d'élection, puisqu'il n'y a pas une liberté totale, évidemment, de l'opposition politique, comme la mort de M. Navalny le révèle. C'est un régime dictatorial d'une lâcheté absolue. Mettre à mort ses opposants, c'est une manière de dire sa peur. Vladimir Poutine lui-même est un tyran sanguinaire qui n'hésite pas à assassiner ses opposantes et ses opposants politiques. De la brutalité du régime, on voit bien que Vladimir Poutine est de plus en plus agressif. Offensif évidemment en Ukraine, mais aussi vis-à-vis de nos démocraties, avec des tentatives de manipulation de l'information. Un régime fasciste, dirigé par un tueur qui a fait ses classes au KGB et dans la mafia de Saint-Pétersbourg. On va maintenant voir deux montants s'afficher à l'écran. 42 milliards d'euros et 5 milliards d'euros. Ces montants, ils correspondent pour le premier à la valeur de l'aide militaire envoyée par les Américains à l'Ukraine entre février 2022 et décembre 2023. L'Union européenne, elle, n'a promis qu'un peu plus de 5 milliards d'euros d'aide militaire. Ça, c'est en tant qu'institution, puisqu'évidemment, ensuite, les États membres agissent individuellement. Vu que l'Ukraine se situe aux portes de l'Europe, est-ce que, selon vous, on doit passer en économie de guerre pour produire davantage d'armes et aider encore plus nos voisins ukrainiens? Économie de guerre, je suis pas sûre d'être fan de ce terme. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on doit continuer à soutenir l'Ukraine. Aujourd'hui, nous ne le faisons pas assez, ni l'Union européenne en tant que telle, ni les États membres, et en particulier la France qui a péché par la faiblesse de son aide à l'Ukraine pendant toutes ces dernières années. Il faut impérativement augmenter les productions. La France ne peut livrer que 3000 obus par mois quand les Russes en tirent 20 000 par jour. Aider nos voisins ukrainiens, bien entendu. Par contre, je ne suis pas prête à ce qu'on envoie des militaires français pour qu'ils aillent mourir la fleur au fusil en Ukraine. Sinon, c'est l'escalade militaire sans fin, et face à une puissance nucléaire, nul ne sait où est-ce que ça peut nous mener. Moi, j'ai dit très clairement que je souhaitais qu'il puisse y avoir une aide logistique, financière, matérielle pour aider l'Ukraine à résister, mais il y a selon moi aussi des limites pour ne pas devenir un co-belligérant parmi celles d'envoi d'armes, au détriment même de notre propre protection de défense, parce que notre armée aujourd'hui est en très mauvais état. Il faut maintenant qu'on arrive à faire en sorte de les soutenir dans la durée. Et ça suppose que notre industrie de défense soit mobilisée pour produire ce dont les Ukrainiens ont besoin pour se défendre de l'agression qu'ils subissent. Je vous propose qu'on regarde désormais une autre petite vidéo. Prenons cette décision de nationaliser EDF. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Tout simplement parce que l'indépendance énergétique n'a pas de prix. Et que la guerre en Ukraine nous a tous montré que dépendre du gaz et du pétrole russe, c'est la pire des idées qu'on puisse avoir. Et que par conséquent, il faut être indépendant dans notre production énergétique. On vient d'entendre Bruno Le Maire, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique français, il y a un an, au micro d'Europe 1, à propos de la nationalisation d'EDF et donc de notre souveraineté énergétique. C'est vrai que la guerre en Ukraine a relancé le débat et a rappelé cette dépendance des États européens vis-à-vis de la Russie, notamment en matière d'approvisionnement de gaz. Est-ce que l'Union européenne doit gagner en souveraineté? Et si oui, comment on fait? Aujourd'hui,
il faut qu'on assume en Européens qu'il faut qu'on sorte de nos dépendances, parce que nos dépendances vis-à-vis de puissances extérieures sont des faiblesses. Alors évidemment, on peut que souhaiter avoir davantage d'indépendance énergétique, mais il y a quand même quelque chose d'assez délicieux d'entendre ce gouvernement parler de souveraineté énergétique alors qu'il a sabordé notre filière industrielle qui était quand même l'atout énergétique de la France par excellence, puisque c'est eux qui ont fermé la centrale Fessenheim. Donc moi je regrette cette forme d'hypocrisie qui consiste finalement à exporter les problèmes écologiques et à se refuser de pouvoir exploiter les ressources que nous avons sur le sol européen dans des conditions qui seraient des conditions, selon moi, plus vertueuses que dans certains autres pays d'où nous importons justement cette énergie. Nous sommes aujourd'hui drogués aux fossiles, drogués au gaz, drogués au pétrole. Et en réalité, si nous voulons être souverains, eh bien nous devons faire cette transition énergétique. Et quand on parle des renouvelables, ce n'est pas une lubie d'écologistes, c'est la condition même de notre souveraineté politique en Europe. C'est un peu facile pour le ministre de l'économie de faire peser sur la situation en Ukraine la responsabilité de cette nationalisation d'EDF. La vérité, c'est qu'elle est d'abord le résultat de la trajectoire dramatique dans laquelle ce gouvernement a entraîné notre premier producteur d'électricité en France. Et pourquoi? Notamment parce qu'il avait décidé de rompre avec le nucléaire. Pour nous, nous croyons que le nucléaire, parmi d'autres, est l'un des atouts, l'une des colonnes vertébrales de cette indépendance du pays en matière de production électrique et énergétique dont nous avons tellement besoin. La meilleure manière de garantir notre souveraineté en matière énergétique, ce sont les énergies renouvelables. Je pense que nous pouvons et nous devons le faire, et en tout cas ça doit être notre objectif plutôt que de lancer des vœux pieux ou de continuer à défendre le nucléaire pour lequel il faut des matières premières qui viennent essentiellement de pays comme le Niger, donc on est aussi très loin de souveraineté en matière énergétique. Il y a quelques mois, Viktor Orban empêchait le vote d'un nouveau paquet d'aide financière à l'Ukraine d'un montant de 50 milliards d'euros. Ce paquet d'aide a finalement été débloqué début février, mais aura été retardé au total près de 2 mois. Pourtant, on le sait, ces aides, c'est ce qui permet aux Ukrainiens de se nourrir et de faire tenir leur économie. Quelle est votre position là-dessus? Faut-il renforcer les aides économiques qu'on envoie à Kiev? Il faut renforcer les aides économiques qu'on envoie à Kiev et il faut comprendre qu'en fait, chaque euro d'aide qui va en Ukraine et qui permet de résister à Vladimir Poutine, c'est un investissement dans notre propre sécurité. Et qu'en aidant l'Ukraine à résister, eh bien en fait, on se protège nous-mêmes. C'est pas simplement par solidarité qu'on le fait, c'est aussi par égoïsme, par conscience de nos propres intérêts. Oui, bien sûr, il faut continuer à aider l'Ukraine, mais il faut aussi prendre une initiative diplomatique pour qu'on trouve une issue à ce conflit, parce que au rythme où ça va, c'est tout le peuple ukrainien qui va mourir la fleur au fusil, et je pense que c'est pas l'objectif de l'Union européenne. Je suis d'accord pour qu'il y ait des aides économiques, simplement je souhaite trouver un équilibre entre ce qui est soutenable pour la France et les Français, alors que nous sommes quand même dans une crise inflationniste, une crise du pouvoir d'achat, une crise de la dette très importante, et le soutien légitime que nous pouvons envoyer et espérer pour les Ukrainiens. Il faut bien que tout le monde comprenne que si les Ukrainiens perdent la guerre qu'ils sont en train de mener, alors nous serons tous, d'une certaine manière, concernés par le danger créé par la démonstration, selon laquelle la violence peut l'emporter sur des frontières internationalement reconnues. La sécurité de l'Ukraine, c'est notre sécurité. Lviv, qui est la ville ukrainienne la plus importante dans l'ouest du pays, c'est à 1000 km de Strasbourg. Donc c'est vraiment à 2 pas de chez nous. Et on l'a vu, Vladimir Poutine est de plus en plus offensif. Il faut soutenir les Ukrainiens, y compris par des aides financières. 50 milliards, ça semble beaucoup, c'est beaucoup, mais c'est nécessaire, et c'est surtout à en mettre en parallèle de ce que nous coûterait une victoire de la Russie en Ukraine. Ça nous coûterait beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'on met aujourd'hui sur la table. Donc la sécurité des Ukrainiens, c'est notre sécurité. Le 10 février dernier, Donald Trump faisait une déclaration qui a beaucoup fait réagir en Europe. Je vous propose de l'écouter. NATO was busted until I came along. I said, everybody's going to pay. They said, well, if we don't pay, are you still going to protect us? I said, absolutely not. They couldn't believe the answer. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. On entend donc Donald Trump dire que les Européens n'en font pas assez pour financer l'OTAN. Je rappelle peut-être pour celles et ceux qui nous regardent cette organisation du traité de l'Atlantique Nord, une alliance militaire qui vise à défendre ses membres contre toute attaque armée. Une alliance qui concerne donc les pays européens et d'Amérique du Nord. Donald Trump affirme qu'il n'hésitera pas à laisser la Russie attaquer les mauvais payeurs, hein, c'est ce qu'il dit.
Ces déclarations, évidemment, inquiétaient, mais elles ont aussi relancé le débat d'une défense commune européenne. Je vous pose la question très simplement, faut-il, selon vous, une armée européenne quand on a des alliés aussi instables ? Il faut une armée commune européenne de toute manière, pour pouvoir défendre l'Europe, mais aussi ses valeurs, et pouvoir promouvoir une diplomatie. Mais je veux souligner le fait que avoir une armée, ça doit en tout cas servir à préparer la paix. Je crois pas, moi, pour ma part, qu'il y aura demain une armée européenne, parce que l'armée, c'est l'expression régalienne par excellence. En revanche, ce que nos pays ont à partager en commun, c'est une stratégie commune en matière de défense, et notamment en matière d'industrie de défense. C'est la condition pour que nous puissions demain parer aux menaces qui ne manqueront pas de survenir aux portes de l'Europe et peut-être en Europe même. Oui, il faut qu'on accélère sur l'Europe de la défense, qu'on se structure et qu'on bâtisse notre indépendance de manière à ne pas, dans l'hypothèse où un Donald Trump serait réélu demain, être au pied du mur parce qu'on n'aurait pas consolidé notre propre défense. Moi, je veux une certaine vertu à la potentielle élection de Donald Trump, c'est qu'enfin, peut-être, les Européens vont-ils prendre leur sécurité en charge. Parce que le drame, à travers cette alliance atlantique, c'est que pendant des décennies, il y a une majorité de pays en Europe qui ont délégué, finalement, leur protection et leur défense aux Américains et qui donc n'ont pas investi dans leur défense, n'ont pas investi dans leur outil industriel de défense. Cette année, eh bien, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on est capable, enfin, de devenir adulte? Est-ce qu'on est capable enfin d'assurer seul notre propre sécurité? Et donc l'Europe de la défense, c'est un grand thème de cette élection. Il faut construire cette Europe de la défense, il faut mettre en commun nos moyens de production, il faut enfin assurer nous-mêmes notre propre sécurité. La question, c'est faut-il continuer à s'allier avec l'OTAN et les États-Unis? Moi, je pense que ces déclarations de Donald Trump qui risquent de reprendre le pouvoir là à la fin de l'année doivent être un signal d'alarme de la dépendance dangereuse à l'OTAN et doivent nous inciter à proposer une alternative, au moins des coopérations militaires. Une armée, je crois qu'on en est très loin parce qu'il n'y a pas de politique commune en matière de défense au niveau européen. Depuis le début de la guerre en Ukraine, la France livre par ailleurs des canons César à l'Ukraine. Pour rappel, peut-être pour celles et ceux qui nous regardent, les canons César, ce sont ces canons mobiles capables de tirer 6 coups par minute à une distance de 40 km avec une très haute précision. Le problème, en quelque sorte, c'est que pour certains, la France puise sur ses propres réserves de canons. Je voudrais vous montrer cet article du Parisien qui date du 23 novembre 2023. Marine Le Pen considère qu'il faut plutôt transmettre du savoir-faire, des équipements de protection, des gilets pare-balles, au lieu de prendre un risque, dit-elle, sur notre sécurité intérieure. Est-ce que la France se met en danger, selon vous, en l'état actuel des choses ? Indéniablement, aujourd'hui, la France n'est pas capable de pouvoir tenir un front de 100 km en cas de guerre de haute intensité et a devant elle 3 jours de munitions. Vous donner un exemple, on a aujourd'hui à peu près 200 chars disponibles en France, il y en a une dizaine par jour qui sont détruits en Ukraine. Donc oui, je considère aussi qu'il est irresponsable de dépecer l'armée française pour envoyer ce matériel, alors qu'une fois de plus, nous ne produisons pas assez. Bon, on connaît la proximité de Marine Le Pen avec le Kremlin de Vladimir Poutine. Donc j'y reviendrai pas. Évidemment, il faut leur envoyer des équipements, des gilets pare-balles, etc., etc. Mais il faut aussi livrer des armes aux Ukrainiens. La France se mettrait en danger si, comme le veut Marine Le Pen, elle ne transmettait que du savoir-faire et des équipements de protection sur le front. Et donc là, avec cette déclaration, elle est fidèle à tout ce que font ces députés européens au Parlement européen, c'est-à-dire protéger les intérêts de la Russie de Poutine. La question, c'est combien de canons César on a, combien on peut en envoyer, qui sont des informations secret défense. Donc si c'est pour aider l'Ukraine, on a toujours été favorable à une aide la plus large à l'Ukraine, mais elle ne peut pas mettre la France, sa souveraineté, sa défense en porte-à-faux ou en fragilité. Je le redis, la sécurité des Ukrainiens, c'est notre sécurité. Donc on a tout à gagner, nous Français, à aider les Ukrainiens et à faire en sorte qu'ils gagnent cette guerre. Après, il faut accélérer sur les capacités de production et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est aussi notre propre sécurité qui se joue dans la question de la guerre en Ukraine et de ce qu'elle va donner de résultats dans les mois, les années qui viendront. Mais maintenant, c'est clair que le défi pour nous, c'est de reconstruire notre outil industriel. Comme pendant la crise du Covid, nous ne sommes plus capables de produire ce qui nous est le plus nécessaire pour assurer notre propre sécurité. Pour cette prochaine question, j'ai reçu un message vocal d'un abonné, je vous propose qu'on l'écoute. Salut Gaspard et bonjour aux candidats. J'ai une petite invitation à la réflexion sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. Je me demandais si l'Occident n'avait pas un peu provoqué ce qui se passe en ce moment à l'Est. L'OTAN, par exemple, ne devait pas s'avancer vers l'Est et elle l'a fait. Elle ne devait pas non plus intégrer une ancienne république soviétique et en 2004, elle a fait le contraire. Alors je veux pas cautionner ce que fait Poutine, bien au contraire, mais est-ce que c'est pas la réponse d'un chef d'État qui craint qu'un de ses voisins, l'Ukraine, dans notre cas, intègre un jour l'OTAN ? Merci beaucoup.
Et je trouvais que c'était important de vous faire écouter ce message vocal parce que ce qu'on vient d'entendre, finalement, c'est une petite musique qui revient de plus en plus dans l'opinion publique. Est-ce que vous êtes d'accord avec une partie de ce qu'on vient d'entendre? Est-ce que vous diriez que l'OTAN, et donc en partie la France, a une part de responsabilité sur ce qui se passe actuellement à l'Est? Non, la seule responsabilité, c'est celle de Vladimir Poutine. Ça, c'est le discours de Vladimir Poutine. La première responsabilité, c'est d'abord celle de Vladimir Poutine. Je crois que c'est complètement faux de faire croire qu'aujourd'hui, l'Ukraine était en train de menacer la Russie d'une certaine manière. Rien de tout cela ne serait arrivé s'il n'avait pas créé par cette agression unilatérale la situation que nous connaissons aujourd'hui. Je pense que c'est notre faiblesse face à Vladimir Poutine qui a précipité la guerre. Nous n'avons rien fait quand il a envahi et démembré la Géorgie en 2008. Nous n'avons rien fait quand il a annexé la Crimée et occupé le Donbass en 2014. Et c'est à chaque fois notre faiblesse qui a été un encouragement au tyran pour qu'il aille toujours plus loin dans la guerre, toujours plus loin dans l'invasion, toujours plus loin dans les menaces. Je pense que cette guerre aurait pu être évitée. Voilà, si les accords de Minsk, par exemple, avaient été respectés, et si la France, à ce moment-là, avait joué son rôle diplomatique pour que ces accords de Minsk soient respectés. Je pense que c'est parce que, d'ailleurs, la France, entre autres, n'a pas fait respecter ces accords que l'engrenage est arrivé et que Vladimir Poutine a pris la responsabilité extrêmement grave et tout à fait condamnable, bien sûr, de déclencher une guerre. L'OTAN, c'est pas un empire qui s'élargirait contre le gré et la volonté des États. C'est des États souverains indépendants qui décident d'accéder à l'OTAN. Donc il ne faut pas inverser les rôles. Vladimir Poutine est l'agresseur. Il avance le prétexte de l'élargissement de l'OTAN pour justifier son agression qui est juste injustifiable. C'est lui qui attaque, qui viole le droit international. La seule faute ici, elle est sur les mains de Vladimir Poutine. Je voulais terminer cette vidéo sur la guerre en Ukraine avec une question simple. Le 28 février 2022, l'Ukraine avait demandé à adhérer à l'Union européenne. C'était seulement 4 jours après le début du conflit. Et le 23 juin 2022, surprise, le Conseil européen accorde le statut de candidat à l'Ukraine. Alors je vous pose la question simplement, faut-il que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne ? Je suis pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je ne crois pas que l'Ukraine deviendra un jour un État membre de l'Union européenne. Si l'Ukraine veut adhérer à l'Union européenne, eh bien, elle doit le pouvoir. Je suis opposée à tout nouvel élargissement et je le suis également pour l'Ukraine. L'Ukraine a un destin européen, c'est une évidence. Ma réponse est claire, non, l'Ukraine ne peut pas entrer dans l'Union européenne parce que ça créerait une concurrence déloyale sur le sol européen. En Ukraine, le prix de vente d'un kilo de poulet est autour de 3 € quand il est de 7 € en France. En Ukraine, la taille moyenne des exploitations agricoles est de 1000 hectares quand elle est de 70 hectares en France en moyenne. Donc aujourd'hui, inclure l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est étendre encore plus le dumping social, fiscal, environnemental, la compétition du tous contre tous, et sans harmonisation sociale préalable, alors on ne peut pas faire entrer de nouveaux pays dans l'Union européenne, sinon c'est reproduire les mêmes erreurs qu'avec le précédent élargissement. Les Ukrainiens aujourd'hui, ils se battent pour leur intégrité territoriale, mais ils se battent aussi pour nos valeurs de liberté, de démocratie. Donc oui, l'Ukraine a vocation à intégrer l'Union européenne, mais il faut le dire de manière très claire. 1, ça ne se fera pas demain matin. 2, ça ne se fera pas à n'importe quelle condition. Il faut comprendre que l'Ukraine, c'est un géant agricole. C'est 1/4 des terres agricoles européennes. Ce sont des exploitations qui font parfois jusqu'à la taille du Jura. Donc l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, ce serait véritablement le tombeau de l'agriculture française. Bien sûr, les Ukrainiennes et les Ukrainiens sont bienvenus. Par contre, il y a un certain nombre de critères à respecter. Des critères de démocratie, d'état de droit, de lutte contre la corruption. Et par ailleurs, on sait à quel point l'économie ukrainienne est différente de l'économie de l'Union européenne. Ce serait déstabiliser complètement toutes les politiques européennes, étant donné la distance immense qui existe entre le modèle économique, le modèle de production, le modèle social ukrainien et celui de nos pays. Moi, je pense que les Ukrainiens n'ont pas besoin de fausses promesses. En revanche, je crois qu'on n'a pas pour autant le droit de dire non à un peuple comme le peuple ukrainien qui nous dit aujourd'hui qu'il veut s'arrimer à l'Europe. Ce sera un processus long. Il faut que l'Ukraine change, qu'elle se réforme. Mais c'est un enjeu immense. On doit intégrer l'Ukraine dans l'Union européenne et on en bénéficiera en termes de puissance. Et je pense que l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne fera du bien à l'Europe. À suivre dans le prochain épisode de VS. Les candidats s'affronteront sur une autre thématique, celle de l'identité européenne. La prochaine étape, droit à l'avortement dans la Charte européenne des droits fondamentaux et vous pourrez compter sur moi. Ce serait aberrant d'imaginer que les Français vont faire la loi pour d'autres pays européens. Évidemment, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur ma chaîne YouTube.